ensemble avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman pour financer votre bien au meilleur taux. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle thématique de votre émission transfrontalière. Ce mois-ci, on s'intéresse à une structure franco-suisse par excellence, l'Association pour la sauvegarde du Léman. Elle agit depuis 1980 pour le lac et ses pourtours. Dans un climat d'inquiétude pour l'environnement, quels sont les enjeux pour notre région? Comment fonctionne cette entité de chaque côté de la frontière? Nous recevons le président de l'ASL, Pascal Mulatieri. Dans cette émission, nous ferons aussi, comme d'habitude, un point sur un grand chantier en cours dans le Grand Genève. Et puis en fin d'émission, nous allons cette fois dans les rivières avec l'accompagnateur Boris Tourne à la recherche de pépites d'or. Mais avant ce beau programme, l'actualité transfrontalière du mois. La Confédération a retenu plus de 90% des projets du PA4 déposés par le Grand Genève. La contribution a donc été portée à plus de 140 millions de francs. C'est la première fois qu'un projet d'agglomération est accueilli aussi favorablement pour notre région. Parmi les projets retenus, le prolongement du tram entre le Grand Saconnet et Ferney-Voltaire, le prolongement de celui d'Annemasse, la première étape du réaménagement de Cornavin ou encore les voies vertes direction Versoix et Bernay. Ces projets seront financés jusqu'à 40% par la Confédération, l'autre partie est à la charge du Grand Genève. Les élections législatives françaises avaient lieu au mois de juin. Le macroniste Marc Ferracci a été élu député des Français de Suisse et du Liechtenstein. En Haute-Savoie, Anne-Cécile Violent a été élue du côté de Thonon. Virginie Duby-Muller des Républicains reste en place à Annemasse. Aussi aux Républicains, Christelle Petet-Levet a été réélue dans la circonscription de Bonneville. Dans l'Ain, Olga Giverna a été réélue sous l'étiquette du président de la République pour représenter la circonscription allant de Bellegarde à Ferney-Voltaire. Début juillet, le franc a atteint la quasi-parité face à l'euro. Le 6 juillet, 0,988 francs s'échangeaient contre 1 euro. Pour faire simple, 1000 francs donnent un peu plus de 1000 euros. Un niveau pas atteint depuis le 15 janvier 2015 et l'abandon du taux plancher. Ceci s'explique notamment par le relèvement du taux directeur décidé par la Banque nationale suisse il y a quelques semaines. Mais la guerre en Ukraine a aussi un impact rendant l'euro faible. L'ASL, Association pour la sauvegarde du Léman, existe depuis 1980. Une entité franco-suisse qui compte 4000 membres tout autour du lac. Bonjour Pascal Mulatieri. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président de l'ASL. Quel est votre sentiment? Comment est-ce que vous voyez les enjeux à venir? C'est une question difficile. La préservation des milieux aquatiques de manière générale est un point clé à l'heure actuelle de la protection de l'environnement. Surtout avec la problématique de réchauffement climatique et de polluants divers et variés qu'on a à l'heure actuelle. Vous-même, vous exercez dans ce milieu. C'est une suite logique pour vous d'être président de cette association? Oui, alors c'est un honneur d'être président de cette association. Et puis, bien sûr, je suis hydrobiologiste et du coup, ça fait tout son sens que le président soit aussi un scientifique qui lutte pour la protection de l'environnement. Vous pouvez apporter des données scientifiques ou est-ce que vous essayez de garder ça pour les chercheurs plus externes? Alors, parfois, on a des liens avec certains projets. Après, j'essaye de rester externe entre mon travail de tous les jours et puis la présidence de l'ASL. L'ASL, ça existe depuis 1980. Au départ, elle a été créée parce qu'il y avait beaucoup de phosphates dans le lac. Désormais, ça va mieux. Sauf erreur. Qu'est-ce qui a vraiment permis d'améliorer la situation sur ce point-là? Concrètement, la venue des stations d'épuration. Donc c'est clair, dans les années 70, 60, 70, 80, on avait cette problématique du phosphore ou du phosphate qui était apporté dans l'entier du bassin versant. Et puis l'interdiction des phosphates dans les lessives a déjà permis une forte réduction de ces apports, d'abord en Suisse, puis après en France. Et puis des meilleurs traitements des eaux avant le relargage dans le milieu naturel. L'ASL, on vous connaît surtout, même si vous avez beaucoup d'activités, on vous connaît surtout lorsque vous faites ce grand ramassage des déchets. Ça se passe au mois de mai, ça se passe avec Net Léman. Cette année, vous avez récolté 4260 kilos
de déchets sur tout le tour du lac. Vous dites que ça va un peu mieux parce qu'il y a moins de gros déchets dans le lac. Avant, on trouvait beaucoup plus de vélos, de lave-linge et autre chose. Globalement, quel est l'état des lieux pour vous? On va quand même vers du mieux? Alors, on va vers du mieux, mais les déchets ont changé. Donc, vous l'avez dit en intro, avant, on avait ces gros déchets. Maintenant, on est plutôt dans des mégots de cigarettes, dans du plastique, dans des morceaux, des fragments de plastique, mais aussi plein de nouveaux déchets. On a récolté des déchets un peu insolites, des cigarettes électroniques jetables, des bonbonnes de gaz hilarants, des choses qu'on n'avait pas avant, qui sont récentes, en fait. Et vous avez trouvé des masques? On sait que, je pense que tout le monde a déjà vu des masques traîner un peu dans la rue depuis le début de cette pandémie. Alors, étonnamment, pour 2022, on en a eu très peu. Par contre, à l'édition précédente, en plein Covid, puisque c'était en 2020, en septembre, si je ne dis pas de bêtises, là, on en avait énormément. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi, diable, les citoyens ne mettent pas leurs masques, leurs déchets dans des poubelles? Mais parfois, c'est mis dans les poubelles et ça, on sort. C'est ça, il y a aussi un jeu de la météo ou du non-ramassage. Alors, au niveau des déchets personnels, la plus grande problématique, c'est quand même le littering, donc le dépôt sauvage des déchets. Ce qui s'envole fréquemment, c'est plutôt les déchets de chantier. Donc là, des bâches, des Sagex, du polystyrène, enfin d'autres choses. Voilà. Pourquoi les gens ne les mettent pas dans les poubelles, je n'ai pas de réponse. Vous avez parlé des mégots, évidemment. Il faut rappeler qu'un mégot à lui tout seul a une pollution hyper conséquente. Vous pouvez peut-être rappeler ça. Oui, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est important et c'est persistant à un bon moment. Donc avant qu'il soit complètement dégradé, il faut plusieurs années. Du coup, c'est un problème majeur, ouais, effectivement. Et pour lutter, donc il y a ce grand ramassage qui se passe au mois de mai une fois par année. Tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans, pardon. Vous avez créé aussi une application qui s'appelle Net Léman pour que tout le monde, finalement, puisse apporter sa contribution et dire j'ai ramassé tant de choses aujourd'hui. Comment c'est venu un peu cette idée? Ouais, alors l'idée de cette application, c'est à la fois pour que les gens puissent faire des ramassages d'eux-mêmes, en fait, en famille, par exemple. En allant sur une plage, on trouve tant de déchets, on les recense et on les caractérise. Et puis, avec l'application, c'est envoyé dans une base de données. Et puis, nous, on peut la traiter. À l'heure actuelle, on reçoit les données, c'est traité par l'EPIA. Et puis, on va pouvoir constituer en fait un historique des déchets et savoir d'où proviennent les déchets, quels types de déchets sont fréquents et dans quelle mesure, quel est l'apport et par quelle voie et où ils sont concentrés. Elle marche cette application? Vous avez déjà du monde? Alors, on a du monde, oui. Les chiffres, je ne sais plus non plus, mais quelque chose comme 400 personnes l'utilisent régulièrement. On a parlé de ces gros déchets qui se voient dans la nature. Et évidemment, il y a une autre partie des déchets qu'on voit beaucoup moins, les microplastiques, les micropolluants. Vous en avez parlé, il y a ces stations d'épuration qui existent, qui sont un peu différentes entre la France et la Suisse d'ailleurs. Il y a une station d'épuration qui est en train d'être construite, qui accueillera les eaux de la région d'Annemasse et Suisse. Ça devrait arriver en 2023. Ça permettra d'enlever 80% des micropolluants. 80%, c'est bien, mais il en manque encore. Alors, le problème, c'est qu'elle traite les micropolluants qu'on connaît. Actuellement, tous les jours, on crée de nouvelles substances. Et puis, au niveau chimique, pour de l'usage soit industriel, pharmaceutique ou autre. Et puis, ces nouvelles substances, on les connaît pas ou on les connaît pas bien. Et du coup, pour les traiter, c'est encore plus compliqué. Donc, la mise en place de nouvelles stations d'épuration, c'est toujours basé sur ce qu'on connaît. Et pas sur ce qu'on ne connaît pas. Donc, on va retenir des flux, un grand nombre, mais on ne sait pas l'avenir, ce qu'elle nous dira. Quand on va sur votre site et qu'on voit vos actions, il y a notamment actions contre les renouées du Japon. Alors, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Ce sont des plantes qui sont envahissantes et pourtant, il faut les retirer. On peut partir du principe que c'est aberrant de devoir retirer des plantes et pourtant, c'est bon pour la biodiversité, c'est ça ? Oui, alors le problème de la renouée du Japon, c'est que c'est une espèce qui est sur liste noire, qui est une plante caractérisée comme invasive, donc qui vient d'Asie. Et puis, elle est extrêmement
proliférative où elle se développe très rapidement. Et puis, elle prend la place en fait des autres espèces. Donc, une fois qu'elle est implantée au bord d'une rivière ou au bord du Léman, toutes les autres espèces locales ne peuvent plus s'implanter. Il faut savoir un fragment de tige ou de feuille permet de refaire une plante. Donc, elle se dissémine facilement. Donc, une fois qu'elle est là, elle peut se répartir le long d'un bassin versant très facilement. Donc, du coup, on a cette action Alto Renoué depuis plusieurs années déjà, avec certaines stations qu'on suit de manière très rigoureuse, où on pèse les plantes, on estime la quantité en fait, de déchets de plantes qu'on a sorties. Et ça permet aussi de lutter activement contre cette invasion. On a parlé des conséquences. Une fois que le littering est déjà passé, que le déchet est déjà dans le lac, vous agissez évidemment. Là, quand la renouée est là, on essaye de l'enlever. Est-ce que vous avez aussi un travail en amont? Vous faites bien entendu de la sensibilisation auprès des plus jeunes, mais est-ce qu'on a un moyen d'être un peu plus actif, peut-être, ou pas? Ou c'est difficile? Alors, on essaye d'être actif au mieux qu'on peut. Donc, effectivement, on a passablement d'actions de sensibilisation dans les écoles où on a des ateliers pour les classes. On a des stages pendant l'été sur un bateau avec le programme ADO. On est là avec les passeports vacances. Donc, c'est clair, on essaye d'aller au plus jeune âge pour sensibiliser. On est présent sur la plupart des événements au pourtour du Léman avec des stands d'information. Ça nous permet d'être visible, aussi de donner de l'information, de montrer les problèmes. Dès qu'on constate un problème ou qu'il y a un nouveau projet, on essaye d'être intégré très rapidement, soit pour s'opposer au projet, soit pour aider à avancer le projet. Quel type de projet, par exemple ? Typiquement du pompage lacustre, par exemple, ou d'autres grands projets à l'heure actuelle qui vont toucher aux eaux de manière générale. Quel est votre regard, par exemple, sur le travail que fait SIG, notamment pour Génilac, c'est-à-dire utiliser l'eau du Léman pour refroidir ou réchauffer les bâtiments tout autour de nous? Alors, c'est une solution, l'utilisation thermique des eaux, c'est une solution concrète en soi pour ces besoins en refroidissement ou en chaleur. Après, il ne faut pas multiplier les projets. Donc, on essaye aussi de discuter avec les acteurs. Il n'y a pas que SIG, au pourtour du Léman, il y en a énormément de ces projets de pompage lacustre. De limiter en fait qu'il y ait des pompages partout, tous les 10 mètres, tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, et puis que les projets soient plus grands. Donc, ça fait plus d'impact en soi sur un site donné, mais par contre, on va limiter les atteintes sur l'entier du lac. Donc, on essaye d'être intégré à ces projets pour limiter tout ça. Bien sûr, avec les services cantonaux qui sont actifs, qui donnent les autorisations de construire, qui demandent des études d'impact et autres. Vous avez 3000 bénévoles dans votre association. Actuellement, on a vraiment un enjeu climatique qui est sur le devant de la scène depuis quelques années. C'est dans notre quotidien. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a plus de bénévoles depuis qu'on s'est saisi de cette question? Ou peut-être des plus jeunes, je ne sais pas. Alors, je dirais qu'on a perdu un petit peu en membres. On tournait plus vers les 5000 les dernières années. On en a plus que 4000 et quelques, donc c'est encore un grand nombre d'adhérents. Par contre, les gens ont plus de facilité à s'engager une journée, une semaine, quelques jours par mois, notamment pour les renouées, c'est pratiquement une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, ça dépend les secteurs. Donc, les gens s'engagent volontiers, mais ponctuellement. Ce qui fait qu'on a beaucoup de bénévoles. Effectivement, chez les plus jeunes comme chez les plus vieux, je pense qu'au niveau des tranches d'âge, c'est assez bien réparti. Par contre, on aimerait bien aussi qu'ils adhèrent une fois à l'association. Le message est passé. On a un lac commun entre la Suisse et la France. On se dit qu'on a des enjeux communs, évidemment, autour de ce fameux lac. Vous êtes une organisation franco-suisse. Est-ce qu'on a quand même des différences d'approche ou de façon de faire différentes entre Suisse et France? La première, c'est le cadre légal qui est différent. Donc, la législation française et la législation européenne n'est pas la même que la législation suisse. Donc, le mode de fonctionnement est différent, d'où le fait qu'on a un groupe français actif qui connaît bien, en fait, ces aspects légaux, qui connaît bien aussi les acteurs dans les mairies,
dans les communes pour pouvoir avancer sur la problématique du laiement. Donc c'est vraiment important d'avoir ce groupe français autant que l'entité suisse. Sans ça, on pourrait pas travailler. Est-ce que parfois, au sein de votre même association, il y a des choses un peu compliquées, des difficultés à gérer dans cet aspect franco-suisse, ou alors est-ce que ça roule depuis 1980 sans souci? Alors, le groupe français a été créé un tout petit peu plus tard, c'était vers 1984. Non, je pense que ça roule bien. Bien sûr, il y a des différences. On le voit sur, je dirais déjà, l'aspect personnel des gens ou de la façon de traiter les dossiers. Mais dans son ensemble, c'est important d'avoir ces deux entités. Et ça fonctionne. Quel est votre prochain grand objectif? Alors, des grands objectifs, il y en a plein. Je pense que notre rôle principal à l'heure actuelle, c'est d'être vigilant à ce qui va arriver. On parle du réchauffement climatique, on a parlé des apports en polluants. Je pense que notre rôle à venir, c'est vraiment d'être la surveillance un petit peu du laiement avec la CIPEL, avec les organismes cantonaux et autres au niveau français, pour être là au bon moment, pour agir s'il y a des problèmes. Merci infiniment, Pascal Mulatieri, et très bonne suite. Merci. On peut retrouver toutes les informations sur votre site, sur le site de l'ASL, l'Association pour la sauvegarde du laiement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Et on s'intéresse tout de suite à notre chantier en cours dans le Grand Genève, direction Saint-Julien-en-Genevois, où les préparatifs ont cours pour l'arrivée du tramway depuis Genève. Nous sommes sur l'avenue de Genève à Saint-Julien-en-Genevois, qui accueillera d'ici à peu près 3 ans le tramway, la ligne 15, qui va être prolongée depuis Genève, une ligne qui va faire à peu près 6 km, dont 1,5 km sur France, sur Saint-Julien-en-Genevois. Donc la première étape de restitution riveraine, elle a peu d'impact. On voit derrière nous là, les travaux où on a balisé pour permettre la réalisation des murs sur les nouvelles limites parcellaires. Deuxième étape, à partir de septembre 2022, qui va se dérouler globalement jusqu'à la fin de l'année 2023, donc avec un chantier à l'avancement pour tout ce qui est déviation de réseau, c'est-à-dire libérer les emprises de la plateforme tramway où sont positionnés certains réseaux d'eau potable, d'assainissement, qu'on va dévoyer sous les futurs trottoirs. Et la troisième et dernière étape qui sera le réaménagement de la voirie et des espaces publics et qui accueillera la plateforme tramway et son infrastructure. Plutôt confiant parce qu'il va y avoir des modifications. On va essayer d'accompagner l'ensemble des acteurs, utilisateurs, les riverains, les commerçants pour limiter ces perturbations. Mais on sera à l'écoute des questions qui nous seront posées pour essayer de minimiser ces contraintes. L'opération s'élève à 42,8 millions, tout compris, donc avec 25 millions à peu près de travaux. Et puis après, c'est tout ce qui concerne les prestations intellectuelles, les acquisitions foncières, les frais d'indemnisation divers, donc le montage de l'opération. Et si vous trouviez une pépite en or dans l'Arve ou les rivières avoisinantes, l'accompagnateur en montagne Boris Tourne réussit à en dénicher. Il est orpailleur, la recherche d'or le passionne depuis des années. Nous avons testé cette activité avec lui. Boris. Bonjour. On se retrouve dans un coin secret. On n'a pas le droit de dire où on se trouve puisqu'aujourd'hui on va faire de l'orpaillage, c'est-à-dire rechercher des paillettes d'or dans cette rivière. Comment est-ce que toi t'en es venu à te lancer là-dedans? En fait, ça fait 17 ans que je suis chercheur d'or. Il y a un ami à moi m'a raconté une histoire qui s'est passée dans la région il y a 200 ans environ. Et une fois qu'il m'a raconté cette histoire, en fait, j'ai cherché à aller un petit peu plus loin pour vérifier si cette histoire était vraie ou pas, parce que dans chaque histoire, il y a une part de vérité. Donc en fait, j'ai trouvé du matériel pour orpailler, j'ai appris quelques techniques et ensuite j'ai commencé à prospecter, avec plus ou moins de succès. Alors l'activité d'orpaillage est une activité qui est soumise à déclaration. Donc il faut faire la déclaration pour venir chercher de l'or. Donc tu dois préciser les cours d'eau dans lesquels tu vas
et surtout la période. En fait, il y a une période qui est du 17 mai jusqu'à fin octobre. Entre ces périodes, eh bien, c'est les périodes qu'on laisse libres pour les poissons et toute la faune aquatique. Voilà, et puis même dans la période dans laquelle on a le droit de faire de l'orpaillage, en fait, si on est sur une semaine de basse eau, on va éviter d'aller chercher de l'or pour éviter de remuer les sables et de créer des turbulences dans l'eau. C'est du matériel tout simple, donc ça se compose d'une pelle, un tamis, et puis le matériel un peu plus spécifique ici, c'est une bâtée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite paillette d'or qui fait 2 mm par exemple, va être 19 fois plus lourde qu'un grain de sable de la même taille. C'est une densité de 19. Donc en fait, une paillette d'or, quand elle est dans ta bâtée, elle est comme scotchée au fond. Ok. D'accord? Eh bien, je m'aperçois qu'ici... Tac! Oh là là, incroyable! On est à 5 centimes d'euros là. Pour faire 1 gramme, on va dire qu'il faut 600 paillettes. Oh purée. Donc si tu trouves 20 paillettes dans la demi-journée, c'est grand max, tu vois. Donc le gramme est à 50 euros. Donc là, ça veut dire que même dans les rivières de Haute-Savoie, même de Genève, du Grand Genève, on peut trouver des paillettes? Oui, alors pas dans tous les torrents ou dans toutes les rivières, mais en fait, on peut trouver dans certains torrents des traces d'or. En fait, ça dépend tout du passage des glaciers. C'est à l'époque glaciaire, en fait, que les glaciers ont déplacé des matériaux, ils les ont abandonnés. Alors il y avait à la fois des matériaux morainiques, en fait, des pierres, des cailloux granitiques, et puis au milieu de tout ça, également de l'or. Donc en fonction du transport des glaciers, l'or a été abandonné et repris en charge après par les torrents et les rivières. Ça rappelle un peu la recherche de l'or, la conquête de l'Ouest et puis tout ce qui va avec. Westerns, exactement. Ouais, exactement. Oh, watch how an expert does it. C'est un aquarium dans ma botte gauche. Faut que ce soit plus rapide. C'est pas une question de rapidité, hein. J'ai vu quelque chose briller. C'est pas vrai. Là, Ah, je la vois. bim. Quel est le plus gros diamètre ou le plus gros grammage que tu aies trouvé? J'ai trouvé des paillettes qui faisaient 2 à 3 mm de côté. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Et quand tu vois en Haute-Savoie et à Genève, il y a pas mal de petites paillettes qu'on peut trouver un peu partout. Visiblement en Suisse, c'est les grisons, c'est un peu le paradis pour les chercheurs d'or. Est-ce que toi, tu es déjà allé un peu dans ces coins qui sont censés être miraculeux? Alors j'ai pas été dans les grisons. Effectivement, il y a une grosse pépite qui a été trouvée dans les grisons. En 2001. En 2001, ouais, tout à fait. Donc j'espère pouvoir y aller. Ouais, un jour, dans les grisons, pourquoi pas, mais il y a tellement de rivières. Et puis l'orpaillage, ça prend quand même pas mal de temps aussi. Donc avant de faire tous les cours d'eau, il va se passer quelques années. On va reboucher les trous qu'on a fait. Et puis malheureusement, dans certaines rivières, on trouve encore des déchets. Donc on les ramasse également. C'est l'occasion de faire un peu de nettoyage aussi. L'activité d'orpaillage est destinée aux enfants, aux centres de loisirs, aux familles qui voudraient passer une après-midi avec moi dans un cadre sympa. Également, j'ai des groupes adultes qui ont envie de découvrir cette activité-là. Vous pouvez me contacter, c'est Boris Tourne sur Internet, vous allez trouver mes sites et vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail. Boris, je tiens à te remercier et t'offre donc mes paillettes trouvées ce jour. Oh, comme c'est gentil, je te remercie. Tu as gagné 10 centimes de Ouais, ça me gêne en fait, je veux que tu gardes un bon souvenir de cette expérience, donc je te les donne. Je garde. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis pour le mois d'août. Découvrez le best-of de nos sujets découvertes. On se retrouve en septembre pour une nouvelle thématique de votre émission transfrontalière. À très vite.
ensemble avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman pour financer votre bien au meilleur taux.